Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Free Afrique. La tradition sera encore respectée ce soir à Free Afrique avec l'organisation de la Praxis Ensemencer l'Avenir. La Praxis Ensemencer l'Avenir est un cycle de rencontres, de partage d'idées, de co-construction et d'avenir conçu et porté par le partenariat complice entre la Villa Irusuma et l'Institut Free Afrique. Organisé alternativement chaque mois à la Villa Irusuma et à Free Afrique, la Praxis Ensemencer l'Avenir comporte deux axes thématiques. Le premier volet porte sur la littérature à portée sociétale et est organisé généralement à la Villa Irusuma. Et le second volet, économie politique, est organisé à l'Institut Free Afrique. Mesdames et messieurs, ce soir, à l'espace Thomas Sankara, nous allons engager une réflexion afin d'enrichir la connaissance de la pensée autour du livre en Vivre ensemble au-delà du slogan. C'est de l'auteur. L'auteur est le professeur Youssouf Ouedraogo, qui est sur le plateau présentement. Monsieur Ouedraogo est maître de conférence en physiologie animale à l'UFR SVT de l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Et la modération sera assurée ce soir par Rassarika Seydou Ouedraogo, directeur exécutif de Free Afrique. Mesdames et messieurs, je nous souhaite un agréable moment de partage et vous remercie pour votre attention. Docteur Ouedraogo, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci Eric Wangré, chargé de programme de l'Institut Free Afrique. Merci à tous les collègues et les complices qui ont organisé cette soirée et qui nous permettent de débattre de quelque chose d'important pour le moment historique actuel et pour le pays. Je voudrais remercier notre partenariat avec Savane FM, Savane TV, qui nous permet, au-delà de ce qui se passe ici, au-delà du public qui est ici, de porter ses paroles et ses analyses ici, ailleurs dans le pays, à Ouagadougou, à l'intérieur du pays. Savane FM étant la radio la plus écoutée dans le pays. Félicitations à vous et merci pour votre partenariat. Je voudrais saluer Lucien Humbert qui est co-auteur avec nous de l'idée de Praxis et dans l'espace la Villa Irusuma reçoit le volet, le pied littéraire de Praxis et le pied sociétal et économie politique étant ici. Ce soir, on reçoit un biologiste très curieux autour d'un livre majeur, je crois. Un biologiste curieux parce que le livre n'est pas un livre de biologie. Le livre n'est pas un livre, c'est pas dans la même veine que la vingtaine d'articles scientifiques qu'il a écrits sur la biologie végétale. Ça n'est pas non plus une production de vulgarisation sur les questions environnementales qui sont son domaine d'expertise académique, mais c'est plutôt un livre d'intellectuels. D'intellectuels dont, à la lecture du livre, on sent très bien que c'est un scientifique formé dans la discipline biologique, mais qui lui permet de saisir les questions de société à partir de son corps disciplinaire, mais en étant très ouvert sur les différentes sciences sociales et sur les différentes sciences, je dirais tout simplement. C'est un livre d'érudition, vous y rencontrez plein de citations, ça va de Simone de Beauvoir à Norbert Zongo, en passant par Jean-Paul Sartre, en passant par de grands intellectuels de la biologie, de la philosophie, des anthropologues, des sociologues. Ça parcourt le monde, ça va de Donald Trump à Mobutu Sese Seko. Donc c'est des moments historiques différents. Ça va de Kérékou à François Fillon en France. Et ça pose une question fondamentale, qui est celle du vivre ensemble. Et ce soir, on a voulu que l'auteur nous fasse l'économie de ce bouquin extrêmement riche
dont le professeur, sur le bouquin, le professeur Kibora qu'on a reçu ici sur la soirée Yirgou, sur les conflits intercommunautaires, le professeur Kibora a écrit qu'il est très curieux, il est tout à fait étonnant de considérer que c'est un livre qui a pu être écrit avant Yirgou, avant le massacre intercommunautaire du début de l'année. Donc pour indiquer que quand vous lisez le livre, vous avez le sentiment qu'on est, pas seulement le sentiment, vous comprenez tout de suite qu'on est en plein dans l'actualité chaude du Burkina, mais au-delà du Burkina, dans l'actualité chaude de notre moment historique, qui est la question du vivre ensemble. Ce soir, on a choisi une méthode simple qui consiste à donner la main à l'auteur sur quelques clés, quelques chapitres du livre pour qu'il en expose l'essence, pour que ceux qui n'ont pas eu le bonheur de lire le livre puissent avoir déjà accès à l'essence du livre pour pouvoir faire la discussion dans la deuxième partie, et puis que vous puissiez être convaincu que c'est un livre qui vaut vraiment la peine d'être lu, et en conséquence, il y a quelques exemplaires qui sont disponibles, et à la fin, vous aurez la possibilité d'acquérir le livre à 15 000 francs CFA, c'est bien cela, et vous faire dédicacer l'ouvrage par l'auteur tout à l'heure. Voilà donc ce que je voudrais dire pour introduire, mais il me semble qu'il est bon de dire en deux mots autre chose sur la biographie de l'auteur, qui n'est pas simplement que c'est un universitaire, parce que sinon on ne comprend pas qu'un biologiste puisse avoir un regard aussi aiguisé sur le débat public, puisse être un grand acteur de ce débat public qui a produit plusieurs dizaines de tribunes importantes dans les médias de la presse écrite burkinabé, et un excellent observateur. Quand on lit le livre, on comprend que c'est un observateur aguerri, averti, scrupuleux du débat public burkinabé. Je crois qu'on peut comprendre cela quand on sait que c'est aussi un militant engagé depuis les années de lycée, depuis les universités, depuis l'université où il a connu, comme plusieurs de sa génération, mais aussi d'autres, pas seulement de sa génération, les foudres de la répression anti-estudiantine qui ont fait qu'on l'a expulsé de l'université de Ouagadougou en 1980. D'abord suspendu pour faire de grève en 1979, puis en 1980 il a été expulsé, et puis il s'est retrouvé à reprendre ses études en biologie à Dakar, donc à perdre 4 années académiques. Et puis, il a pu continuer là ses études. Après une maîtrise, il rentre en Haute-Volta, en fait au Burkina Faso déjà. Et puis, il est recruté par bonheur, parce que ce n'était pas tout à fait indiqué qu'on puisse l'accepter dans la fonction publique. Il y a eu une occasion exceptionnelle, il pourrait éventuellement en dire dans le débat. Il est recruté, affecté comme prof de biologie au lycée. Et puis, il y a une chance qu'il y a un parcours de 3e cycle qui est ouvert. Il postule à ce parcours de 3e cycle. Il est recruté, on le ramène à Ouagadougou, de Garango il était. Il est inscrit donc en 3e cycle et il a comme professeur Oumarou Clément Ouedraogo. Et quand il finit son DEA, c'est avec lui qu'il engage une thèse. Et on ne sait pas pourquoi les problèmes sont toujours sur son chemin. Et son directeur de thèse, comme vous le savez, est assassiné un soir à Ouagadougou. Une grenade est posée dans sa voiture. Et donc, il se retrouve dans un parcours chaotique, mais au finish, pour faire court, on a un professeur, un maître de conférence en physiologie animale qui a produit, comme je l'ai dit, plus d'une vingtaine d'articles scientifiques et qui a pris une partie très importante dans le débat public. Et je crois que le livre que nous avons est aussi le reflet d'une vie militante, d'une vie d'intellectuel. Donc je voudrais lui donner la parole tour à tour sur plusieurs thématiques pour qu'il puisse nous donner, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'essence du livre. Juste un dernier mot avant de lui donner la parole. Le livre est organisé en 2 temps. Il y a une première partie qui me paraît être une sorte de partie théorique qui pose les fondements de concepts et de questions clés sur le vivre ensemble. Et une deuxième partie qui est comme une sorte d'application, de vérification de cette théorie à l'aune de l'histoire sociopolitique du vivre ensemble burkinabé. Donc on a ensemble décidé de commencer plutôt par cette deuxième partie qui va très clairement au cœur du sujet. Et si cette première partie qui est plus théorique, on n'a pas le temps de l'aborder dans la discussion, on aura le temps de le faire. Et donc, professeur, j'ai envie de vous demander, avant toute chose, comment vous êtes arrivé à l'idée de ce livre et comment vous l'avez écrit, pendant combien de temps et à quel moment précis l'avez-vous écrit? Parce que c'est très curieux, il est important de savoir cela quand on lit la chaude actualité du livre. Merci.
Bon, enfin, avant d'en arriver à mon propos, il faut quand même que je remercie l'Institut Free Afrique et la Villa Yirissouma qui ont organisé cette activité. Et je remercie évidemment tous ceux qui sont là ce soir, ceux qui ont acheté le livre, qui l'ont déjà lu et qui ont fait la promotion dans les réseaux, sur les réseaux et sur Facebook. L'occasion, le livre Facebook a été une agréable surprise pour moi à l'occasion de ce livre, parce que une bonne partie des clients, peut-être le tiers, enfin de clients, de ceux qui ont acheté le livre avec moi, ceux qui ont acheté le livre directement avec moi, c'était des amis de Facebook que je n'avais jamais vus auparavant. Et c'était l'occasion pour nous de faire connaissance. Donc, c'était une agréable surprise pour moi de ce côté-là. Bon, maintenant, on ne sait pas par où commencer. Bon, pour résumer, comme j'ai dit dans le livre, c'est des cercles de vie. On a des cercles de vie successifs dans lesquels on se construit avec des interactions diverses, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de l'école, le primaire, le secondaire, l'université, avec sa vie militante et ses contraintes. Que ce soit aussi dans la vie professionnelle et tout. Donc c'est l'ensemble de ces cercles de vie, les interactions qu'on a dans ces cercles de vie. Si on y vit réellement, si on ne se contente pas seulement d'y exister, mais d'y vivre réellement, c'est-à-dire en créant des interactions, c'est ça qui permet qui m'a construit, et y compris tout ce que j'ai pu mettre dans ce livre. Bon, l'intérêt pour le débat public est lié à une expérience personnelle. Parce que dès que vous commencez à publier dans la presse, il y a des retours qui vous questionnent. Et ça vous ouvre un peu à la qualité du débat, etc. Des choses. Donc c'est parti de là dans un premier temps. Et c'est ça qui m'a amené à cibler la qualité du débat public dans cet ouvrage-là. Donc dans cette presse locale, le lectorat aussi, parce que j'ai plusieurs fois reçu des retours par email. Donc, en dehors de ce qui se dit dans les forums pour la presse en ligne, parfois j'ai reçu des emails en retour qui m'ont beaucoup vraiment réconforté dans la contribution au débat public. Maintenant, concernant le contenu, ce qu'il y a dans le livre, je vais situer ça au milieu des années 90. Bon, il y a des périodes où on tente de se reconstruire après être sorti de certaines choses, on essaie de reconstruire et on cherche des repères. Et j'ai eu la chance d'être formé comme... On n'a pas le son, hein? On l'a ou pas? Ça va? Ah bien. Voilà. Ok. Donc au milieu des années 90, on avait introduit ce qu'on appelle l'éducation en matière de population dans l'enseignement secondaire. Et j'étais formateur de formateurs. Et on a animé une série de séminaires, d'ateliers avec les collègues de l'enseignement secondaire. On était une équipe d'animateurs de plusieurs disciplines, français, maths, histoire, géo, économie sociale et familiale, etc. Et on devait développer un certain nombre de thèmes à l'intention de nos collègues du secondaire. Et régulièrement, j'avais eu à traiter de population santé, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Et sur la méthode, j'avais eu à traiter ce qu'on appelle la clarification des valeurs et la méthode de résolution des problèmes. Donc c'était quelque chose, c'était des thèmes un peu nouveaux. Bon, il y avait peu de documentation sur place. Donc j'ai essayé de m'intéresser à cette question des valeurs, où on essaie de montrer que, bon, après tout, on peut se tolérer parce que personne n'a la vérité à 100%, il y a une partie, etc. etc. Bon, ça s'est confirmé ensuite par les recherches sur les recherches de neurobiologie, qui est un peu mon domaine aussi d'activité. Donc un peu l'idée de tolérance, de compréhension d'autrui, c'était ce qu'on enseignait, enfin, c'était ce qu'on donnait comme information au niveau des enseignants du secondaire, par l'information, d'abord documenter son information, mais aussi la critique de ces informations, pour que dans les thèmes qu'on voulait introduire, ça portait sur le savoir-être. Donc il fallait aller au-delà d'un certain nombre de choses. Et une fois à un de ces ateliers, il y a quelqu'un qui a intervenu et qui a parlé des prédispositions génétiques. Bon, c'est vrai, mais il avait présenté ça comme étant des sortes de veto qui s'imposent de façon irrémédiable et vis-à-vis desquels il n'y avait pas grand-chose à faire. On est dans les années 90, ce n'est pas maintenant où on est un peu documenté. Donc, étant le biologiste de l'équipe d'animation, bon, j'étais légitime pour dire qu'il y a les prédispositions, mais ça ne s'impose pas de façon irrémédiable. La société, l'environnement a son mot à dire. Mais à l'époque, ce n'était pas documenté scientifiquement comme aujourd'hui.
Donc, il y avait toujours cette tendance à surestimer l'impact de la génétique sur le comportement des individus. Ce n'était pas aussi documenté. Aujourd'hui, on sait clairement que l'environnement intervient moitié-moitié avec la génétique. À l'époque, ce n'était pas évident. Et chemin faisant, je tombe sur un article un jour d'un responsable politique qui heurte un peu tout ce qu'on enseignait, tout ce qu'on disait à nos collègues du secondaire, les questions de tolérance, les questions de respect dans le débat public. Et ça m'avait un peu heurté. Bon, il a répondu à un article de la même veine, mais lui, il est une personnalité publique. Et donc, je me suis fait le devoir de lui apporter, enfin, d'écrire pour expliquer que bon, le débat public, la prise de parole publique ne peut pas être sur ce ton. Il faut que les gens, enfin, il faut un peu de respect, tout ce qui s'ensuit. Peut-être, professeur, pour être plus explicite, vous voulez parler des échanges que vous avez avec Laurent Gbado dans la presse, c'était cela? Oui. C'était en 2000. Bon, il a répondu et dans sa réponse, il a insisté sur ce qu'on appelle les concepts innéistes. Je suis né comme ça, je n'y peux rien. Les autres sont nés comme ça, ils sont prédestinés à ceci, etc., etc. Et donc, dans mon droit de réponse, enfin je passe sur ces péripéties et j'avais promis de pouvoir revenir sur ce point dans une réflexion un peu plus étoffée. Donc, la promesse est partie de là. Et donc, au milieu en 2001, j'ai produit une série de 3 articles, dont le premier, Prédisposition naturelle et société dans le comportement individuel, qui a été publié dans Akili, le tout premier numéro de Akili, le numéro 00, qui a été produit par Akili. Le deuxième, c'était l'attachement à des valeurs et la force de conscience. Ça a été publié dans le numéro suivant de Akili. Et le troisième, c'était extrémisme ou différence. Ça n'a pas été publié. Donc, à l'époque, ça m'a donné la latitude de continuer à travailler sur cette réflexion. Et c'est en 2017 que j'ai publié ça dans les cahiers du CERLEJ, qui avait un projet d'ouvrage commun intitulé Médiation, justice et pardon en Afrique, enjeux et défis. Donc, ce dernier article a été publié au niveau du CERLEJ, enfin du cahier des CERLEJ. Et ça m'a... Bon, ça c'est le corps de réflexion qui m'ont permis de construire ce que j'appelle dans le livre la première partie qui est le référentiel humain. Bon, le fait que ça soit publié dans un journal littéraire, enfin, spécialisé en littérature et sciences humaines, reconnu par le CAMES, bon, m'avait un peu conforté que bon, ça veut dire que le niveau est acceptable et il y a un intérêt dans ce domaine-là. Donc ça, c'est un peu le contenu du livre. Maintenant, sur le principe, bon, il est clair que quand on publie quelques articles dans la presse, les gens disent c'est bien écrit, on ne savait pas qu'un biologiste pouvait écrire comme ça. Bon, ça met un peu des idées dans la tête. Donc l'idée trotte, bon, on est là, on circule, mais l'idée trotte toujours dans la tête. Mais l'idée s'est cristallisée quand, en début d'année 2016, j'ai rendu visite à Nama Germain, qui est ici présent, visite de courtoisie à l'occasion du Nouvel An. Et on a discuté, et dans la discussion, il me rappelle que à toutes les situations de crise, j'avais à produire des articles sur la situation nationale. Bon, je n'avais jamais fait attention à cet aspect, crise, puis voilà, bon, on publie quand on a une inspiration. Et j'ai dit, mais tiens, c'est une vérité. Et bon, on a discuté, et l'idée du livre s'est un peu plus cristallisée. Voilà. Donc j'ai commencé à rassembler les réflexions, élaguer, etc., etc. Et j'ai commencé à écrire. On a bien compris. Ensuite, voilà, donc la version qui est dans ce livre est de décembre 2017. C'est un texte de décembre 2017 qui est publié dans ce livre. C'est sorti à l'international en juillet et c'est arrivé, j'ai pu avoir le premier lot le jour de la marche du collectif sur les événements de Yirigou au soir. L'examen que j'ai pu avoir. Sinon, c'était déjà édité et publié en international en juillet 2018. Qu'est-ce que je peux ajouter encore? Donc, on a bien compris, voilà, le livre, l'idée du livre part en réalité du débat public lui-même. Il est suscité par le débat public, il donne écho au débat public, il est en gros un peu fabriqué dans le débat public. Exactement. Il est fabriqué par le débat public. Exactement. Je voudrais que vous nous parliez de cette deuxième partie du livre directement, qui me paraît être le cœur réellement du livre.
qui s'intitule « Qu'en dire du Burkina Faso ?» En réalité, que dire du vivre ensemble au Burkina Faso? Et vous commencez tout de suite par dire promouvoir les bons paradigmes. Et pour promouvoir les bons paradigmes, vous voulez d'abord éliminer les mauvais paradigmes, j'imagine. Et vous parlez du premier qui est l'échec d'un renouveau d'apparat. Qu'est-ce que c'est que ce renouveau d'apparat? Ce renouveau d'apparat, parce qu'on a connu des régimes militaires de type martial, ou martial, je ne sais pas comment dire, avec des tenues combat, etc., les décorations maréchales, tout ce qui s'ensuit. Mais à partir du discours de la Baule, des démocratisations, c'était dans les années 90, etc., l'apparence du pouvoir a changé. Enfin, on le suit à partir du Burkina. Lorsque Blaise Compaoré a pris le pouvoir, et il a balayé les tenues militaires au profit d'abord des tenues de basin brodé bien large comme ça en bas. Ensuite, c'est le costume. Ça, c'est l'apparat. Mais il a sophistiqué cette méthode en snobant les décorations militaires au profit des décorations académiques, des décorations sportives, etc., etc. Donc, c'est une autre façon de présenter. Et on a l'impression que ce n'est plus un militaire. Et le paradoxe ou le comble, je ne sais pas, c'est que Clément Oumarou Ouédraogo a été assassiné le 9 décembre, en début décembre. Et en février, M. Blaise Compaoré recevait un doctorat, son premier doctorat honoris causa. Et on disait que c'était pour l'encourager dans la démocratie, etc., etc. Donc c'est un nouveau modèle qu'il a promu. Et le livre, je pense que son successeur idéal, ça allait être, monsieur le général Djibril Bassolé. C'est vraiment un monsieur, discours diplomatique, et sans émotion, rien, quelle que soit sa position personnelle. Donc c'était un peu cette série de profils du responsable politique qui était promu à l'époque. Donc c'est de ça que je voulais parler. Mais ça fait échec puisque Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir et M. Djibril Compaoré est en démêlé avec la justice. M. Djibril Bassolé, j'ai dit quoi? Je ne sais plus ce que vous avez dit, en tout cas, Djibril Bassolé. Voilà. Il a des démêlés avec la justice. Donc je me suis dit que, bon, est-ce que c'est la fin de ce modèle? Mais parallèlement, on a un nouveau modèle qui a émergé au Bénin, qui est que le plus riche du pays a décidé de se lancer dans la politique et il est élu président. Est-ce que c'est pour le meilleur? Est-ce que c'est pour le pire? On ne sait pas d'abord. Et peut-être que c'est un nouveau paradigme qui va se développer. C'est intéressant. Et puis, toujours pour éliminer les paradigmes, vous parlez du besoin de réhabiliter les paradigmes. Mais avant de dire les nouveaux paradigmes que vous essayez de promouvoir, vous parlez de la création d'hommes politiques par effraction qui avait globalement caractérisé l'histoire du pays depuis le soulèvement de 1966. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? L'effraction, les exemples types, bon, avec tout le respect qu'on peut devoir à une mobilette, ce qui s'ensuit, c'est quand on dit que voilà, tel ministre, il est sorti de sa mobilette pour passer dans les V8, etc. Quelqu'un sort du matin, il ne sait pas ce qui sera demain, et demain il apprend qu'il est ministre. C'est une effraction. Voilà. Parce que quand c'est un peu ce genre de... Et depuis, bon, la Révolution a fait ça, c'est-à-dire il n'y a pas de jugement de valeur sur les résultats. Ça peut être un bon ministre, mais ce n'est pas le chemin normal pour devenir ministre. C'est-à-dire ça donnait l'impression, et ça je l'ai déjà dit, que c'est facile de réussir en politique par des combines, des intrigues, etc. Et pour beaucoup, c'était de s'enrichir. On voit bien qu'il y a des ministres, c'est-à-dire personne ne l'a vu venir comme ministre. Bon, c'est pareil quand il y a un coup d'État, personne ne va venir le chef d'État. C'était des effractions. Voilà, c'est de ça que j'ai parlé parlant des hommes politiques par effraction. Maintenant, après, il y a les effractions soft, quand on trafique les élections. Ce n'est pas un coup d'État, mais on trafique quand même les élections, on crée des hommes politiques par effraction. Et compte tenu aussi du pouvoir de nomination de nos responsables, ça peut toujours créer des hommes politiques par effraction. C'est-à-dire des gens qui n'ont, comme disait le Confucius, des gens, on n'a pas la preuve qu'ils peuvent se gouverner eux-mêmes. Et on leur demande de gouverner les autres. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Je souhaiterais que vous preniez vraiment du temps sur la problématique de promouvoir la prise de parole. Pourquoi doit-on promouvoir la prise de parole et comment vous l'envisagez, cette promotion de la prise de parole?
Donc, comme j'ai dit, produire, pour les intellectuels, produire, c'est produire des idées, produire des savoirs politiques. Et quand on produit des savoirs politiques, c'est à l'intention des consommateurs et on est obligé de prendre la parole, qu'elle soit écrite ou orale, on est obligé de prendre la parole. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les gens prennent la parole. Tous ceux qui ont quelque chose à dire doivent prendre la parole. Encore une fois, si on revient sur les derniers événements, on voit que ceux qui sont morts pour la patrie, c'est vraiment monsieur tout le monde. Donc il n'y a pas de raison qu'on pense que monsieur tout le monde ne peut pas accéder à la prise de parole. Puisque sans monsieur tout le monde, on ne peut pas avancer. Quel que soit ce qu'on a, en dernier ressort, il faut que monsieur tout le monde soit derrière pour qu'on puisse faire bouger les choses. Donc il faut que il faut que ça soit inconditionnel. Voilà, il faut que ça soit inconditionnel. Maintenant, la difficulté qu'on a, tout le monde n'a pas le niveau d'instruction, n'a pas l'instruction nécessaire pour exprimer même ses bonnes idées par la bonne manière, etc., etc. Et c'est tout encore. Je ne sais pas ce que vous avez dit, mais ce que vous cherchez à dire, mais je peux lire ce que vous venez de lire, en fait. Et dire, sans l'implication de ce citoyen moyen, rien de substantiel ne peut être acquis, comme le montrent les grandes mobilisations de ces dernières années. Ce sont d'illustres inconnus, des citoyens ordinaires qui sont morts pour la patrie, qui portent en eux des séquelles et des blessures en réalité nationale. Ce n'est ni le nez collé aux événements après épreuve politique ou chaque attentat, ni dans l'immobilisme intellectuel que la nation pourrait dominer théoriquement ces enjeux, condition indispensable à leur dépassement ergonomique et porteur de progrès. Donc, tu peux continuer. Donc, si on fait globalement, depuis les événements, depuis l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, un des grands acquis sur notre espace public, c'est la diversité des possibilités de prendre la parole. Avec les réseaux sociaux, ça s'est encore amplifié. Et on est théoriquement sur les mêmes standards que les grandes démocraties, entre guillemets, selon Reporters sans frontières. L'autre élément sur lequel j'insiste dans le livre, à partir de mon expérience personnelle, c'est la qualité de cette prise de parole. Pas la qualité intrinsèque, oui, mais pas forcément cela. C'est la qualité des interactions qu'il peut y avoir entre les différents acteurs de la prise de parole publique. Et sur les réseaux sociaux, c'est frappant, où les gens, c'est l'invective permanente. Sur les forums, c'est aussi l'invective permanente. Mais il y a des niveaux qui sont plus sérieux, qui continuent je ne sais pas comment je vais... En tout cas, qui ne favorisent pas une bonne qualité de prise de parole. Et quand il n'y a pas cette bonne qualité de prise de parole, quand il n'y a pas cette assurance qu'on peut dire ce qu'on a en tête, qu'elle soit bonne ou mauvaise, sans être maltraitée, etc., etc. Parce que même si c'est à tort, ça fait toujours mal. Et il y aura toujours une rétention de la production des savoirs politiques, quoi qu'on dise. Et mon approche de l'intellectuel, où je distingue l'expert de l'intellectuel. Enfin, pas l'expert. La même personne peut être experte et intellectuelle. Je considère que l'intellectualité est une fonction qui traverse tout le monde. Chacun a son expertise, mais il peut à côté faire une fonction d'intellectuel. L'exemple que je donne dans le livre, si vous invitez un constitutionnaliste pour discuter de la Constitution, il vient comme expert, pas comme intellectuel. Par contre, si vous lui demandez d'apprécier le traitement de l'information, l'actualité, en ce moment, il fonctionne comme un expert. Il y a une différence en ce sens qu'en réalité, l'expertise n'est pas si libre que ça. Parce que l'expertise est codée par des standards académiques. Et il est tenu par un marché de l'expertise. Donc, l'expert qui vient a peur un peu. Il ne peut pas aller à l'aventure, comme moi je peux aller à l'aventure quand je m'adresse à un sujet quelconque. Parce qu'il ne veut pas se griller, entre guillemets. Il ne veut pas se griller ni vis-à-vis de ses collègues universitaires, ni vis-à-vis de son marché. Professeur, si vous permettez, c'est tout à fait curieux parce que c'est très répandu qu'on croit que la prise de parole intellectuelle doit être fondée sur l'expertise. En d'autres termes, on souhaiterait que le juriste ne parle que des questions juridiques, que le biologiste ne parle que des questions de biologie. Et vous dites, il est curieux que la presse donne souvent la parole aux personnes sur la base de leur expertise,
et vous souhaiteriez plutôt que ce soit une prise de parole libre d'intellectuels qui ne soient pas dans un carcan académique ou dans un carcan de marché de l'expertise. Absolument. C'est curieux. Voilà, parce que quand vous amenez quelqu'un dans un domaine où il ne connaît pas, c'est l'aventure, comme quelqu'un a dit que j'étais un aventurier, c'est l'aventure. Il faut qu'on ait, quand vous regardez l'aventurisme politique qu'on vit tous les jours, ça sort partout. Chaque jour, il y a une aventure politique dans laquelle on est engagé. On ne peut pas compter sur l'expertise pour résoudre ça. Il faut aller à l'aventure intellectuelle. Et pour ça, il faut ouvrir les espaces publics aux aventuriers intellectuels. Il ne faut pas avoir peur d'amener un biologiste. Enfin, bon, je ne dépends pas ma chapelle. Il ne faut pas avoir peur d'amener un biologiste discuter d'autre chose que la biologie. Ou d'amener un juriste discuter autre chose que de droit. C'est-à-dire, la même personne... L'expert a acquis un certain nombre de capacités qui lui permettent d'appliquer ces capacités dans des domaines où il n'a rien à cirer, comme on dit généralement pour les intérêts. Donc, il faut qu'on puisse équilibrer. Bon, je ne sais pas quelle proportion il faut donner, mais il faut que de plus en plus, cette intellectualité s'entende à côté de l'expertise. Ce n'est pas au détriment, mais il faut que les deux s'entendent. Et bon, régulièrement, dans les mails que je reçois après les articles, régulièrement, il y en a qui disent qu'ils ne comprennent pas, bon, c'est qu'on puisse avoir cette capacité d'analyse et qu'on ne soit pas connu. Bon, je ne peux pas répondre à cette question. Je sens seulement qu'il y a, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui interviennent sur des sujets où ils n'ont rien à cirer, mais chaque fois on veut l'assurance. On veut, quand on est sûr à peu près de ce qu'il va dire, il n'y a pas de choses un peu compliquées, etc. Alors qu'il nous faut les deux. Sinon, on va toujours rester là coincé. Quand un problème arrive, on cherche les experts du domaine. Mais les problèmes de la société sont dynamiques et sont mobiles. Ils sont mobiles. Alors que l'expertise est relativement statique. Ça bouge, mais pas au même rythme que les problèmes qu'on a dans la société. Donc, il faut qu'on puisse suivre de ce côté. Et pour ça, il faut qu'on aille à l'aventure intellectuelle. Pour définir l'intellectuel, celui que vous appelez l'intellectuel fonctionnel, né en France avec l'affaire Dreyfus que vous citez dans le livre, vous citez Jean-Paul Sartre qui dit « L'intellectuel, c'est celui qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas. » Et vous citez aussi Aron pour dire « L'intellectuel, c'est le créateur d'idées, c'est le spectateur engagé. » Donc, ça traverse le livre, je crois, cette notion d'intellectuel qui vous tient à cœur. Je souhaiterais que vous la discutiez à l'aune de deux personnages, deux repères que vous avez dans le livre. Vous accordez de longues pages à Laurent Bado et à Norbert Zongo. Norbert Zongo, qui est une figure intellectuelle beaucoup plus consensuelle que le premier que j'ai cité, mais vous en parlez beaucoup dans le livre. Est-ce que vous pourrez nous en dire le sens? Oui. Bon. Donc, je commence par Je parle de la prise de parole de Laurent Bado. J'insiste sur les choses. J'ai fait l'effort de parler toujours des choses pour que le débat ne dérape pas sur des individus, parce que ça se subjectivise assez rapidement. Donc je parle de sa prise de parole. Tel que j'ai essayé de comprendre, et j'ai vu que c'est un savant dans un premier temps. Un savant, il est incontesté. On fait sa conférence, vous écoutez, c'est bien, on demande à comprendre, mais il est incontesté. Et maintenant, le savant devient un responsable politique. Et la parole du responsable politique, n'importe quel mouton, entre guillemets, pourvu qu'il soit électeur, a le droit et la possibilité de la contester. Et malheureusement, je pense que cette personnalité est restée dans son esprit de savant qui ne veut pas être contesté, alors qu'il n'est plus savant en politique. Donc, évidemment, lié certainement à son tempérament personnel, c'est pourquoi j'ai dit qu'il livre son discours et il le protège avec 3 boucliers. Enfin, des boucliers. Donc, pas 3 seulement, peut-être un peu plus. Donc, d'abord, ça veut dire cette arrogance qui tente à dire que ma parole est incontestable. Ça se trouve, c'est inclus dans la manière dont il présente les choses. Évidemment, les injures, les railleries, tout ce qui s'ensuit, et ce que j'appelle les diversions rigolotes qui désarment l'adversaire. Vous posez une question, il fait une diversion rigolote, les gens rient et l'adversaire se décourage et il ne continue pas. Donc, c'est un discours protégé par des boucliers que je trouve repoussants. Et ça fait que finalement, en réalité, il n'y a pas eu de critique de fond sur les fameuses idées de M. Laurent Bado. Parce que si ce n'est pas les journalistes ou en campagne, les gens en parlent, qui va se risquer? Voilà, puisqu'on arrive à là.
Donc, moi, j'ai essayé, j'ai entendu ce qu'il a dit. Bon, c'est des choses, encore une fois, même si ce n'est pas fondé, ce n'est pas agréable. Quand vous entendez des paroles désagréables, même si ce n'est pas fondé, ce n'est pas agréable. Donc, ça fait que, à la fois, il a contribué à alimenter le débat, à la fois, il a aussi contribué parfois à le divertir, sinon même à le pourrir. Et beaucoup, je pense, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ils puisent des expressions pour haïr leurs adversaires. Et je pense que ça n'a pas été sur le plan pédagogique. Le discours public qu'il a tenu, dans la forme, c'est pas, enfin, à mon avis, ce n'était pas ce qu'il fallait dans les situations un peu difficiles. Du reste, bon, je n'ai pas les juristes disent que la forme tient le fond en l'état. Et la question que j'ai posée une fois à quelqu'un qui le défendait, c'était quel fond peut être tenu par telle forme de discours. Voilà. Parce qu'il est sans rentrer dans ce qu'il y a derrière le contenu, par la forme, si la forme doit tenir le fond en l'état, on ne sait pas quel est le fond qui est tenu en l'état par ce discours très peu, enfin, irrespectueux, injurieux, etc. etc. Donc, j'ai expliqué, bon, ayant eu une expérience directe, d'interaction directe avec la personne, je me suis permis de prendre ça comme mon anti-repère. Voilà. Repère, mais pour moi, c'est un anti-repère. Et le repère Norbert Zongo même. Et le repère Norbert Zongo qui fait consensus. Bon, là, je vais lire le passage et puis commenter. Donc, il y a un auteur qui s'appelle Bianchini qui a écrit sur qui a écrit Norbert Zongo ou le journalisme comme intellectuel total dans une revue qui s'appelle Figure d'intellectuel, etc. Non, c'est un livre, Figure d'intellectuel, trajectoire, etc. Il dit Norbert Zongo s'est hissé dans une position d'intellectuel total par la diversité de son écriture, romancier traitant de l'exercice du pouvoir en Afrique, puisqu'il a écrit 2 romans, journaliste d'investigation et polémiste avec un sens de la formule verbale soigneusement réfléchi. Parvenu au sommet de son magistère moral, il ne se posait pas en donneur de leçons, mais bien plus, il faisait la leçon au pouvoir chaque semaine. Son verbe impliquait un passage à l'action et il constituait un défi permanent lancé à ses adversaires. Le tout sans se laisser enfermer dans une analyse schématique, échappant ainsi à une vision structuraliste en termes de champ intellectuel et d'appareil idéologique. Et moi, je commente en disant, parce qu'en 1997, dans une interview, il avait insisté sur le fait que, il a dit, je ne lutte pas pour autre chose, je me bats pour les droits humains et je m'en tiendrai à ça. On sait qu'au début, ces rapports n'ont pas été faciles avec le MBDHP. Donc, c'est une personnalité esprit libre qui ne veut pas se laisser enfermer dans quelques calques. Donc, il s'en tient à ce qu'il avait. Et je pense qu'au début, il n'avait pas. C'est après un certain nombre de choses qu'il avait rejoint le MBDHP en fin de compte. Et le Bianchini continue à dire, renvoie l'écriture de Norbert Zongo davantage à ce qu'on appelle l'idée de conjoncture fluide. Bon, c'est un concept sociologique qui a été développé dans les années 80. En gros, ça implique que la plume était une invitation à abandonner une vision juridique et rigide de la vie sociale pour découvrir tout ce qu'elle a de flou, d'imprécis, bref, d'indéterminé. Et quand on voit ce qui se passe chez nous, et pour réussir ça, seule la fonction d'intellectuel peut le réussir, ce n'est pas la fonction d'expert qui peut le réussir. Et on voit actuellement que nos codifications juridiques, etc., ne sont plus suffisantes pour gérer nos problèmes sans effervescence, comme j'ai dit. Donc, il faut qu'on ait cette approche de conjoncture fluide, quelque chose de plus souple, de plus flexible, pragmatique, tout ce qu'on veut, mais vraiment une grande ouverture d'esprit. Et ce que Norbert Zongo a pu offrir à ses contemporains. Et le tout, comme journaliste d'investigation, il n'a jamais été poursuivi pour diffamation ou quoi que ce soit. Bien au contraire, ce sont ces articles qui ont provoqué des procès. Alors, et ça, je pense que c'est un modèle que les gens peuvent suivre. Enfin, peut-être avant d'en venir à ce que vous avez appelé dans le livre les mots et obstacles du débat public, je voudrais indiquer que vous opposez Norbert Zongo à cette élite burkinabé dont un éditorialiste du journal Le Pays parle, vous le citez dans le livre, en disant « L'élite burkinabé a la culture de la bière, pas celle de l'expression publique. Aucune démocratie, on le sait, ne peut se construire avec des esprits engourdis et des langues collées. »
il n'est pas exagéré de dire qu'au Burkina Faso, on tourne en rond. Certes, de temps à autre, quelques idées éparses sont jetées dans la presse, mais elles n'ont pas toujours la rigueur d'une véritable démarche scientifique. C'était un édito du journal Le Pays du 24 septembre 2001 que vous dites. Et après, vous évoquez plusieurs journalistes, dont notre ami Alseni Bari, qui parlait de pourquoi cette atonie des intellectuels burkinabés, c'est lanterne qui n'éclaire plus. Réveillez-vous, intellectuels burkinabés, revendiquez et jouez désormais votre rôle de guide pour promouvoir le progrès et la démocratie. Est-ce que vous êtes si autant pessimiste que ces écrits du début des années 2000? Pas du tout. Puisque donc j'ai pris jusqu'en 2009 et j'ai laissé la marge pour faire le constat. On ne pouvait pas penser que toutes ces préoccupations qui avaient été soulevées dans la décennie 2000-2009 soient soldées, loin de là. Maintenant, il faut quand même garder à l'esprit qu'on ne peut pas dire un jour tout va bien. C'est quelque chose d'insatiable. Plus vous franchissez des étapes, plus de nouveaux défis s'ouvrent à vous. Donc la question, c'est de voir si on a fait suffisamment de progrès qui nous permettent de surmonter, de dominer intellectuellement, théoriquement, tout ce qu'on veut, les enjeux du moment. Et là, je pense qu'on n'est pas encore, le compte n'est pas, comment on dit ça, le compte n'y est pas. Voilà. Non seulement en termes de production de savoir politique, ce n'est pas suffisant, mais le peu qui est produit n'est pas suffisamment exploité non plus. Et c'est ça l'autre drame. Parce que j'avais répondu à ce territorial en disant, parce qu'à l'époque, ils avaient une rubrique, quelque chose comme, ils trouvaient un problème de société qu'ils répercutaient dans leur presse. Je disais, si par exemple vous faites ça et puis il n'y a jamais de réponse, vous allez finir par arrêter. Donc si les intellectuels tentent de produire et ce n'est pas exploité, il y a des chances qu'ils arrêtent. S'ils ne sentent pas l'intérêt, voilà. S'ils ne sentent pas l'usage qui en est fait éventuellement, ils vont certainement se décourager et arrêter. Dans le livre, vous citez des moments historiques qui vous paraissent des moments où le débat public a semble-t-il progressé, des moments de structuration du débat public, ou des événements qui sont des événements de structuration du débat public. Vous parlez de l'assassinat de Norbert Zongo, vous parlez de l'insurrection bien entendu, de plusieurs éléments comme cela. Est-ce que vous pensez réellement que ces moments ont des suites aujourd'hui? Des suites, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était des moments d'espoir. Et particulièrement après la crise Norbert Zongo, les alliances qui ont été tissées étaient inimaginables quand nous étions étudiants. Bon, enfin, je ne sais pas. C'est-à-dire le professeur Kizerbo, pour nous, c'était à notre époque, il n'y avait pas encore. La révolution n'avait pas eu lieu quand. À notre époque, l'ennemi principal, l'adversaire principal, mais vous savez, quand on était étudiant entre adversaire et ennemi, il n'y avait pas de différence. C'était vraiment les réformistes. Et c'était le grand maître des réformistes. Donc, quand on revoit ce professeur Kizerbo avec les mêmes. Dans des alliances solides, jusqu'à sa mort, il est resté dans le collectif. C'était vraiment, ça dit que les gens ont ouvert un peu leur référentiel pour faire des alliances à même de faire bouger les choses. Et on a vu qu'il y avait quand même une certaine opinion qui s'est créée. Il y a eu des améliorations à l'Assemblée, même si ça n'a pas duré, les gens sont revenus là-dessus après. Mais c'est parce qu'il y a eu cette ouverture où des adversaires irréductibles d'il y a quelques années se sont retrouvés pour faire face à une situation particulière. Bon, malheureusement, après, il y a eu les replis idéologiques et tout ce qui s'ensuit ont repris le dessus. Le collectif s'est, je ne dirais pas squelettisé, mais ça s'est un peu épuisé, etc., etc. À tel point que quand il était question de lutter contre la tique cancer et surtout contre la tique cancer, il y a eu ce qu'on a vu. Il y avait évidemment le CEPOP qui travaillait. Et il y a eu un courant syndical, etc., autour du CCBC, du MBDHT, etc., bon, qui menait aussi, on dirait, parallèlement la lutte selon leur vision de la chose. Et on a vu qu'à l'insurrection, pendant que les autres avaient fait leur